Rodrigue Ramazani, le dialogue pour quelle finalité? Rodrigue, bienvenue. Merci Jean-David pour l'invitation. Toujours d'envol? Toujours d'envol, et je tiens à saluer tous les compagnons d'envol qui sont branchés à cet instant en train de suivre. Vous avez connu beaucoup de votre défections, émission. hein? Beaucoup de gens ont quitté Envol. Ils ont dit que Délice Sanga, après les élections, il a eu l'argent, il est allé en Europe avec sa famille, oubliant les autres. Et il y a eu des frustrations au sein de votre parti politique. Écoutez, Jean-David, l'échec est orphelin, mais la réussite a mille pères. C'est normal, c'est une posture de personnes qui ne s'assument généralement pas. Le plus important aujourd'hui est de savoir que, vous savez, dans un parti politique, comme plusieurs autres structures, un parti politique, il faut le voir comme une institution. Les institutions restent, mais les personnes passent. J'ai connu plusieurs vagues d'émissions ou encore de défections en envol. Une période après les dialogues de Kanchachi à l'époque, il y avait une partie de cadres qui ont décidé de traverser de l'autre côté. Nous nous sommes restés au rassemblement. Il n'y a pas longtemps, nous avons même connu, en cette année-là, vers 2015, ceux qui sont partis, c'était des personnalités qui étaient tellement importantes pour ce parti que beaucoup avaient juré à la disparition du parti en vol. Après, il y a eu ce départ, vous le savez, on a perdu ministres et députés, élus, s'il vous plaît, qui sont partis avec certains cadres. Beaucoup aussi avaient juré à la disparition de l'institution qui est l'envol. Aujourd'hui, ceux qui partent, nous leur souhaitons beau vent et bonne chance. Dans un parti politique, on y adhère librement, de la même manière qu'on y adhère, de la même Mais manière pourquoi ils qu'on sont peut partir. partis? Comme votre adjoint, le porte-parole adjoint, il est parti. Outre lui, il y a d'autres personnalités qui ont quitté le parti. Je viens de vous dire, il n'y a pas qu'à l'envol qu'il y a eu de défections. Je ne sais pas pourquoi les gens s'y collent. J'ai appris que plusieurs partis de l'Union sacrée même, des partis où il y a eu des députés élus, ils ont eu tout ce qu'ils ont eu en termes d'avantages à travers ce coup d'État électoral. J'ai vu des députés quitter les partis, j'ai vu des cadres. Il n'y a même pas longtemps, j'ai vu un cadre de l'UNC démissionner. Ça veut simplement dire que la démission, c'est dans la vie normale d'un parti Mais politique. vous n'avez eu aucun député pour ces élections. Votre président n'a pas été élu, vous non plus. Et ça, c'est une défaite que vous devrez certainement vous remettre en question. Après ces simulacres d'élections, ce coup d'État électoral qui mettait ces régimes en place, l'envol ne se considère pas comme vaincu aux élections. Nous ne nous considérons pas comme vaincus. Parce qu'il n'y a pas eu élection, ou mieux, il n'y a pas eu de bonnes élections. Après nos comptabilités en interne avec notre centrale électorale, nous sommes à plus de 200 000, on a dépassé carrément le seuil. Mais la CENI a décidé de dire que l'envol n'a pas atteint le seuil. Mais cependant, ce n'est pas que l'envol qui s'en plaint de ce désastre, de ce débâcle électoral. Il y a même le parti de la majorité. Ça veut dire que la majorité de ceux qui sont à l'Assemblée nationale n'ont pas été élus, ils ont été nommés. Et l'envol est victime simplement du fait d'avoir refusé de soutenir Félix Tshisekedi et d'avoir voulu soutenir Moïse Katumbi. Raison pour laquelle certains caciques de ce pouvoir ont décidé de rendre de compte par l'envol, mais à Délice Sanga. Et maintenant, c'est quoi? Vous regrettez le fait de faire le choix de Katumbi? On ne regrette rien. Notre leadership à l'envol, nous ne sommes pas dans un leadership qui passe son temps dans le regret. Nous sommes dans un leadership d'action. L'envol regarde l'avenir directement. En ce moment où je vous parle, nos structures sont dans une réflexion profonde et très bientôt, nous allons vous dire qu'est-ce que nous voyons en termes de perspectives Et politiques. comment vous comptez servir le pays dans l'opposition? Écoutez, la loi portant statut de l'opposition, je tiens à vous rappeler quand même que c'est une loi écrite par la main de maître d'Élice Sanga lui-même. Ça veut dire l'opposition est institutionnelle et extra. Et ça vous fait comment? Ça vous fait comment le fait maintenant d'assister de loin? C'est-à-dire qu'on a vu les 2 dernières législatures où Sanga était au sein du Parlement, mais cette fois-ci, il va assister, il va voir à la télé. Et vous aussi, ça sera pareil.
C'est ce que je vous dis. À cet instant, les partis en vol. Nous sommes en réflexion, nos structures, nos cadres. Et très bientôt, nous allons convoquer la presse pour donner nos perspectives. Alors, on a constaté dans les microcosmes certains jeunes qui ont même traversé, qui ont rejoint même la rébellion. Pourquoi vous n'arrivez peut-être pas à condamner ça? Je n'encourage pas ceux qui traversent pour aller embrasser la voie extrême. Je n'encourage pas parce que c'est une voie de violence. Je vois que tout le monde condamne. Évidemment, nous condamnons parce que nous, étant qu'un parti républicain, nous disons que cette lutte, nous allons continuer à la faire de manière républicaine. Mais cependant, je n'encourage pas ceux qui traversent. Mais il ne faudrait pas seulement s'arrêter à toiser les autres. Il faudrait se poser des questions et des vraies questions. Arrêtons à un moment donné dans notre pays à faire l'hypocrisie. La violence, ce n'est pas seulement à celui qui réagit. La violence, c'est aussi à ceux qui violent la Constitution, à ceux qui brisent le pacte républicain, à ceux qui perturbent l'ordre constitutionnel. Oui, il y a des voies pacifiques pour le faire. Écoutez, bien garanties par la Constitution. J'insiste encore pour que mes propos ne soient pas déformés et mal interprétés. Je n'encourage pas ceux qui décident d'embrasser cette voie extrême d'une lutte armée. Je n'encourage pas. Mais cependant, il faudrait un questionnement interne à ceux qui dirigent aujourd'hui, à se poser des questions et de vraies questions pour savoir pourquoi aujourd'hui une grande partie de notre population, une bonne partie d'ailleurs, ne croit plus en la démocratie. Notre peuple, quand je lis les commentaires, de ce que l'ancien député honorable Mamba a publié, en lisant des commentaires, je retrouve des Congolais qui encouragent. Ça veut dire ceci, que le pacte républicain qu'on a établi à Sun City, il y a des Congolais aujourd'hui qui n'y croient plus. Parce que le régime actuel a décidé de briser le pacte républicain et de perturber l'ordre constitutionnel tel qu'établi. Donc, il est aujourd'hui question pas seulement de toiser les autres, mais il est aussi question à ceux qui gouvernent de respecter les lois de la République, la Constitution, ainsi que l'ordre constitutionnel préétabli. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, après Sun City, que nous ayons un président de la République ou un pouvoir établi sous base d'un coup d'État électoral. Voilà, vous parlez des coups d'État électoral, ça c'est votre avis qui ne vous engage que vous, mais on parle maintenant de l'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo. On a suivi l'ECC qui a demandé à ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, puisse organiser un dialogue avec la classe politique congolaise pour certainement consolider la cohésion nationale. Vous êtes d'avis avec les discours de l'ECC? Les Congolais doivent continuer à discuter. Les Congolais ont discuté à Lusaka, ils ont discuté à Sun City, ils ont discuté à travers l'accord de la Saint-Sylvestre, à la Senco. Les Congolais doivent continuer à discuter lorsqu'il y a des problèmes majeurs qui menacent notre existence comme nation. La cohésion nationale dont on parle aujourd'hui, effectivement, est effritée. Cette cohésion nationale est fragilisée. Je viens de le dire tout à l'heure dans votre émission, de mon analyse de loin. Et tant que responsable politique, je regarde de loin, je constate et j'écoute deux Congolais qui, de temps en temps, se disent que la démocratie ne vaut plus la peine dans notre pays. Et je cote encore de loin des déclarations de responsables politiques, de structures politiques, qui, dans une certaine forme, appellent carrément à une sécession. En cas d'extrême, qu'ils appelleraient aussi à une sécession. Vous imaginez que nous allons vers une situation compliquée alors que le pays vit une situation de trouble en son sein. Il est important comme nation, évidemment, de cimenter la cohésion nationale en lieu et place, comme je l'attends d'ailleurs de plusieurs voix, de personnes qui appellent toujours à un gouvernement d'union nationale. Moi, par contre, j'appelle ici au président parce de la République, à ceux qui tiennent le pouvoir voilà, aujourd'hui, de regarder de plus en plus la cohésion du pays. Si on parle de la cohésion nationale, cette cohésion nationale, ou un dialogue, ou table ronde, aboutirait à un gouvernement d'union nationale. Ça, c'est inévitable. Pas forcément. Pas forcément. Parce qu'on sait qu'à chaque fois, quand il y a des dialogues ici, on aboutit toujours par un gouvernement d'union nationale où tout le monde devrait prendre part. Oui, malheureusement, dans l'histoire, comme vous le dites, des dialogues en République démocratique du Congo, dans la plupart des cas, cela a débouché dans la mise en place des gouvernements
pour que chacun puisse avoir un petit strapotin où il trouvera sa part de décision. Mais nous estimons que la situation que traverse notre pays aujourd'hui, vu que l'insécurité s'est aggravée au regard de ce qu'on avait en 2019, au moment où Félix Tshisekedi prenait le pouvoir, et aujourd'hui, la situation sécuritaire s'est aggravée. Nous avons des territoires occupés, nous avons là une armée étrangère qui est sur notre sol en train de tuer des Congolais. Nous comptabilisons plus de 2 millions de déplacés internes. Je ne sais même plus combien de morts nous comptabilisons aujourd'hui. La situation est extrêmement grave. Et de l'autre côté, nos amis qui sont au pouvoir ne nous démontrent pas à suffisance qu'ils ont une planification claire en vue d'endiguer cette crise. Nous voyons les errements de la gouvernance de ce régime Tshisekedi, tant du point de vue diplomatique que du point de vue militaire. Il n'y a aucun plan, il n'y a rien de concret qui démontre que nous projetons le pays vers une solution durable. La paix doit être construite. Évidemment, les Congolais, sur cette question-là, nous devons nous retrouver pour que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui nous disent qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps. Parce que ce que nous parlons, le M23 dont nous faisons allusion aujourd'hui, je tiens à rappeler qu'il s'agit d'une résurgence. Le M23 a été mis en mal par la puissance du feu depuis 2013. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que le M23 revienne, pour qu'ils reviennent avec leurs revendications, alors qu'il y a eu des accords conclus et qui avaient écarté les M23 de plusieurs discussions. Mais pourquoi aujourd'hui ils reviennent en force? Parce que, vous le savez très bien, il est important de le cimenter pour que l'histoire de ce pays ne puisse changer, que ici, dans ce pays, toutes les autorités, même le président de la République lui-même récemment l'a reconnu, que le M23 était invité ici, reçu par son ministre de l'Intérieur, et ils ont discuté avec la commission de suivi des accords dirigé à l'époque par Claude Ibalanki, et ils ont trouvé des résolutions. Il existe une lettre de transmission de M. Ibalanki transmettant à l'auditeur général militaire des conclusions des discussions entre la présidence, la commission de suivi des accords et le M23. Mais pourquoi nous en sommes là? Voilà pourquoi il est important pour la cohésion nationale, afin que tous puissions regarder vers la même direction, que certaines équivoques soient levées. D'où l'importance de ces discussions pour cimenter la vision globale. Alors, de comment cette ça crise pourra se pour faire? Sous quel format? Qui sera médiateur? Les CCE, l'Église catholique ou une personnalité neutre ou internationale? Comment ça sera sous quel format? Nous avons discuté ici dans ce pays à la Senco avec le prêtre. Ça s'est très bien passé. Je vois même à l'époque, il y avait une crise grandissante où toutes les institutions étaient hors mandat. Mais à travers des discussions avec nos prêtres, on a pu trouver des solutions. Je ne vois pas pourquoi les Congos doivent continuer à sous-traiter ces problèmes, à croire que ce sont les étrangers qui trouveront des solutions à nos problèmes. S'il doit y avoir un médiateur peut ressortir auprès de pères des églises. À l'occurrence, c'est qui démontrent de plus en plus leur neutralité. Il s'agit de l'église catholique et de l'église protestante. Voilà, l'église catholique. Et vous êtes partant pour cette formule, parce qu'aujourd'hui, quand il y aurait dialogue, il y aurait gouvernement du national. Pas forcément. Et Envol en ferait partie. Pas forcément. Moi, je vous dis, en ce qui concerne l'Envol pour le perspective. Est-ce qu'aujourd'hui, pour mettre fin... Je voulais répondre d'abord à votre question. Allez-y. Pour ces perspectives, l'Envol est dans une session de réflexion et très bientôt, l'Envol va convoquer la presse pour donner les directives à suivre. Mais sur la question des dialogués, l'Envol ne trouve aucun problème que les Congolais se retrouvent pour discuter sur des problèmes qui touchent à notre existence comme nation. Le pays est dans l'antichambre de la balkanisation. Je le dis et je continuerai à le dire. Les pays risquent de menaces graves. Il est important, évidemment, que le Congolais, quel responsable politique que nous sommes, puissions nous rencontrer avec ceux qui dirigent aujourd'hui pour mettre le point sur les i. L'option militaire a échoué? En tout cas, vous savez, le président de la République, lors de la campagne électorale, nous a dit
à tous les Congolais. Et je crois que les Congolais avaient donné beaucoup de sérieux à ces déclarations, à la moindre escarmouche qui déclencherait la guerre. Mais récemment, je l'ai suivi lors de son point de presse, pratiquement en train de douter lui-même de cette option. Ça veut dire lui-même n'a pas confiance à l'option militaire, raison pour laquelle il est prêt à tout prix à discuter avec le Rwanda. Vous savez, aujourd'hui, pour moi, personnellement, pour moi, les Congolais en souffrent de cette guerre. Nous comptabilisons de morts. Plus de 2 millions de déplacés internes. Les enfants vivent dans des situations, à Kanyaruchinya, camp de réfugiés, dans des situations exécrables. Il est important de trouver la paix. Si, aujourd'hui, comme ça se démontre que l'option militaire, à travers les déclarations évidemment du président de la République, que l'option militaire est devenue compliquée, il faudrait appeler de tous nos voeux que les présidents de la République, ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, trouvent des mécanismes afin de stabiliser cette zone de l'Est. Parce que le tâtonnement dans la conduite politique publique aujourd'hui fait en sorte que les Congolais payent un lourd tribut. Nous payons un lourd tribut, nous perdons nos compatriotes, nos citoyens. Ce sont les Congolais qui meurent, ce n'est pas des Rwandais. Il est temps aujourd'hui de regarder ces problèmes en face et de trouver une solution une fois pour toutes. Le président de la République, c'est pas Rodrigue Ramazani, il nous a démontré que l'option militaire... Non. Il faut négocier avec le Rwanda alors. Mais parce qu'on n'a rien préparé pour gagner cette guerre. L'Assemblée nationale a donné $1 milliard pour la loi sur la programmation militaire. À un moment donné, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on en a fait? À part inviter comment on les appelle, les coachs, les mercenaires, mais bref, bonnet blanc, blanc bonnet, c'est la même chose. À part payer les mercenaires, est-ce qu'on a mis nos troupes en condition? Nous voulons la paix. Est-ce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que nos militaires, nos policiers vivent dans une situation d'insécurité sociale? Il faut aller visiter nos camps militaires. Est-ce que c'est de cette manière que nous allons gagner la guerre? Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi, je crois, un pasteur militaire qui, du reste, j'aurais appris qu'il était interpellé. Il nous a donné les salaires que perçoivent, ou encore le solde que perçoivent des militaires. Tout ça, en fait, vous ne pouvez pas faire la paix sans pour autant reformer, comme nous le disons dans la refondation du Congo. Ce programme, une fois de plus, je le dis aux Congolais, est un programme conçu pour l'avenir de ce pays. Dans la refondation du Congo, nous avons toute une planification pour conquérir la paix, mais une paix durable. Il faut reformer notre appareil sécuritaire. Et quand nous parlons appareil sécuritaire, notre système de défense avec l'armée, la police pour la maintien de l'ordre public, nos diplomates, tout ça. Vous imaginez qu'aujourd'hui, j'ai même appris que les diplomates ont 6 mois d'impayement. Ça veut dire, vous ne pouvez pas, dans cette manière de conduire les questions aussi sérieuses de la nation, le conduire avec autant de négligence, croire que nous allons construire et reconquérir la paix aussi facilement. C'est un devoir de ceux qui gouvernent aujourd'hui et nous pensons que la refondation du Congo, nous y reviendrons, nous allons y marteler parce que les Congolais finalement constatent que tous les camps politiques, opposition comme majorité, parlent de la refondation du Congo. À la différence avec eux, nous avons cette planification. Nous savons ce qu'il faut faire dans chaque secteur de la vie nationale pour d'abord, conquérir la paix, améliorer les conditions sociales des Congolais. Ah voilà. Merci beaucoup parce que, surtout de votre passage, merci à vous fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Grâce Salambo. Il sera 20h dans les RDC. Portez-vous très bien. À très bientôt.